Bienvenue chez Architecte Claude dans notre dernier épisode de la semaine. Nous sommes à la troisième semaine de notre parcours de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Et nous sommes dans le volet des fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est le développement web. Car lorsque vous êtes architecte Claude, vous pouvez être amené à développer, déployer ce qu'on appelle des démos, des démonstrations auprès des clients pour leur convaincre d'adopter une solution, d'adopter une architecture, d'adopter une solution technique à un problème bien précis. Et c'est ça la fonction d'architecte Claude. Alors, nous avons tout au long de la semaine parlé des sites web, des pages web, des éléments des sites web. Et nous allons clôturer la semaine avec des composants d'un site web. Cette présentation ou ces différentes démonstrations peuvent paraître assez longues ou du moins lentes. Mais lorsqu'on va aborder la phase de codage, vous allez comprendre tout l'intérêt de déployer, de présenter tout ce que je présente. Et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, nous ne pouvons pas présenter tout. La précédente vidéo était la présentation des éléments d'un site web. On ne peut pas présenter tous les éléments d'un site web, mais mon objectif lorsque je présente ces différents points, c'est de vous donner, de vous éveiller pour que vous soyez plus attentif aux détails. Parce que vous n'êtes plus consommateur de sites web, vous êtes producteur de sites web. Donc, nous allons aujourd'hui aborder les composants. Et comme nous le faisons à chaque vidéo, nous allons présenter un rappel du dernier épisode. Et dans le dernier épisode, j'ai bien pris un petit rappel de Brad Frost, qui est un designer. Il dit bien que la métaphore de la page a fourni aux utilisateurs un langage familier avec lequel naviguer lorsque le web est donné. Donc, ce qui veut dire, c'est que le concept de page a été utilisé lors de la naissance d'Internet, du web, bien évidemment, pour amener les utilisateurs à ne pas être dépaysés devant ce nouveau support, devant ce nouvel outil. Donc, mais il dit bien que cette métaphore qui est très visible et utile pour les utilisateurs web n'est pas en réalité, en termes de contenu, la même chose que le champ où cela a été importé. Vous savez, le concept de page est lié à ce qu'on appelle nos fameux livres. Nos fameux, voilà. Et nos livres ont ce qu'on appelle des pages. Lorsque le web est né, il fallait amener les utilisateurs qui avaient l'habitude de lire dans un seul support qui était le livre, de les amener vers le web. Pour les amener vers le web, pour qu'ils aient une migration plus aisée, on a tout simplement utilisé le même concept de page sur le web. Mais lorsque vous arrivez sur le web, page web, c'est un concept qui est assez déphasé par rapport à la réalité profonde du web. Et dans ce sens, on avait présenté les différents éléments, les éléments de texte, les éléments multimédia et les éléments de forme et ainsi de suite. Donc, notre objectif n'est pas de présenter. Notre objectif, lorsqu'on balayait cela, c'était pas de présenter ces éléments, mais d'identifier les éléments et de savoir comment, à partir du HTML, CSS et du JavaScript, on peut obtenir ces éléments. Aujourd'hui, nous allons monter en puissance en abordant ce qu'on appelle les composants. Les composants, en réalité, sont des regroupements de plusieurs éléments. De ce, comme je le dis dans la présentation, la pratique a amené les designers à établir ce qu'on appelle des composants, en se basant sur le fait qu'on pouvait utiliser certains éléments ou regroupements d'éléments dans plusieurs parties je voulais dire dans plusieurs parties d'une même page web. J'ai fait l'erreur ici, dans plusieurs parties d'une même page web ou dans une autre page web du même site. Et pour renforcer cela, je vais faire une petite présenter un exemple pour que vous compreniez. C'est vrai que cette image est assez très illustrative pour notre stratégie. Donc pour présenter cela, je vais aller plus loin. Si vous prenez notre site, par exemple bookie.com, vous allez remarquer qu'il y a des éléments qui se retrouvent pratiquement sur toutes les pages, des éléments identiques.
Et je le dis bien, lorsque vous vous retrouvez dans un site internet, vous allez remarquer qu'il y a des zones qui ne changent pas, quelle que soit la page que vous visitez. L'entête, par exemple, le pied de page de plusieurs sites sont pareils. Prenons le site booking.com, par exemple. Et voilà, j'ai un point très intéressant. J'espère que cette vidéo ne sera pas assez longue parce que parfois je tape sur 10 minutes, mais je me retrouve à 20, 25, 30 minutes. Alors, si vous prenez par exemple cette en-tête-ci avec le titre Booking et le menu et tout ce qui va au-dessus, si vous changez de page, prenons par exemple si je clique là, est-ce que cela va changer? On va regarder ensemble. J'espère que la condition va être au rendez-vous et que cela ne va pas me lâcher. Si je prends par exemple la page de vol, est-ce que le en-tête va changer? Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ce n'est pas évident, cette affaire de connexion. Donc, comme je disais tantôt, il y a des éléments qui ne changent pas. Et bien évidemment, si la connexion dérange, moi je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Je vais retourner et je vais essayer de cliquer une autre page. Disons que je clique sur choisissons Douala, la ville où j'officie. Je vais voir. Vous voyez bien que cette page ne change pas. Je suis dans une nouvelle page de ce site web, une autre page du site web. Vous voyez bien que cette en-tête est maintenue, le même en-tête. Prenons une autre page que j'ouvre, je vais voir ce qui va se passer. Nous allons voir ensemble. Je vais revenir à la page d'accueil pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Vous voyez bien que cet espace-ci ne change pas. Donc, on va essayer de voir en cliquant par exemple à voiture de location pour voir si... Je m'attarde sur ces points parce que c'est très important. Lorsque vous faites le développement, moi je pense, de mon point de vue, que la difficulté que beaucoup de développeurs ayant suivi des cours dans beaucoup de centres de formation ont du mal à reproduire ce qu'ils ont appris, ne serait-ce que pour la création de leur propre site internet, leur site personnel, vient du fait que ce sont ces bases qu'ils ne maîtrisent pas. On les a juste appris, ok, pour créer, il faut utiliser, on les a juste limités au codage. On ne leur a pas donné des éléments d'analyse. Dans les éléments d'analyse pour la création d'un site web, il y a un gros travail d'arrière-plan qu'il faut faire. L'identification des éléments, l'identification des composants des éléments. Vous voyez bien, j'ai ouvert une autre page dans le cadre de la sélection des notaires. Je vois bien que le même menu, il est présent. Il ne bouge pas. C'est un élément statique qui se retrouve dans toutes les pages. Donc, c'est un composant. Il y a des composants dans les sites web, c'est-à-dire des éléments qui sont regroupés avec un objectif bien précis. Donc, je pense que c'est assez clair. Je vais fermer ces deux pages. Alors, dans ce principe de regroupement d'éléments qui forment ce qu'on appelle les composants, il y a des catégories de composants. Il y a des catégories de composants. Et il y a un site, au-delà des catégories, il y a un site dans mes recherches qui fait l'effort de définir ce qu'on appelle une galerie de composants. Je vais voir à quel niveau je me trouve. Je me trouve il y a 9 minutes. Donc, je vais faire l'effort de me limiter à 25 minutes pour ce cours. Donc, forcément, j'ai 15 minutes. Je ne peux pas, bien évidemment, présenter tout comme je le souhaite dans les détails, mais je vais faire l'effort de présenter l'essentiel. Et je vous recommande, lorsque vous aurez parcouru cette vidéo, d'aller consulter la note écrite qui est liée à ce cours où vous pouvez avoir beaucoup plus de détails que ce que je présente. Alors, ce site présente une galerie de composantes qui existent pour les différents sites web. Vous avez une liste de composants. Par exemple, ici, vous avez le composant notation. C'est un composant que vous retrouvez. Par exemple, si vous allez sur le site d'Amazon, lorsque vous consultez la page d'un livre ou d'un produit, bien plus bas, vous allez voir qu'il y a
bien évidemment la partie notation où vous pouvez noter le produit lorsque vous l'utilisez. Donc, il y a les différents composants qui interviennent dans la conception d'une page web, d'un site web. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site et de consulter en cliquant juste ici en composant. Vous aurez une liste générale de tous les composants. Et lorsque vous cliquez sur un composant, vous avez non seulement une présentation de l'objectif qui est visé lorsque l'on intègre ce composant dans une page. Par exemple, ici, vous voyez bien que le composant bouton déclenche une action lorsque une forme ou un formulaire est soumis. Ça peut aussi permettre d'afficher ou de masquer un autre composant. Donc, pour chaque composant, il y a bien évidemment une finalité. Vous avez là, c'est bien détaillé avec des exemples. Par exemple, un sélectionneur de couleurs, un sélectionneur de date, ce qu'on appelle un combo boss. Donc, tous les composants qui existent sont présentés avec une définition et pourquoi on peut utiliser cela dans les sites web. Mais en règle générale, au-delà de ces différents composants, nous avons défini 4 catégories: les composants d'entrée de données, les composants de navigation, les composants d'information et les conteneurs. Les conteneurs qui regroupent les contenus associés. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par le tout premier composant qui est la toute première catégorie, je veux dire, qui concerne les composants d'entrée de données. Donc, comme je l'ai dit, on va aller au pas de course. C'est vrai, ce n'est pas l'idéal. Mais avant d'aller arriver à ce niveau, je dois faire une mise en garde. Nous allons bien évidemment présenter en détail chaque catégorie. Mais comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de faire un recensement de tout ce qui existe comme composant. Mon objectif, c'est vous donner une idée générale avant de passer à la phase de codage. Donc, ce qui est important pour vous, lorsque vous parcourez ces différents points, c'est de garder en mémoire cette analyse, cette présentation, ce découpage, pour que plus tard, lorsque l'on va aborder la phase de codage, vous sachez que le code qui a été défini ne vise qu'à atteindre un objectif bien précis. Si vous définissez dans la phase de codage, par exemple, vous voulez un bouton, il y a un code, une façon de faire qui a été prévue dans les différents langages pour atteindre le bouton, pour avoir le bouton. Donc, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Donc, l'objectif n'est pas de coder, l'objectif est d'atteindre l'élément, le composant visé. Ok. Je me rafraîchissais un peu la gorge. Nous allons commencer par les composants d'entrée. Je vais encore quitter le temps qui m'est imparti. Ok, j'ai environ 10 minutes pour présenter les 4 composants. Les 4 catégories de composants, ce qui suppose que je vais aller très vite en allouant 2 minutes par catégorie. Nous allons commencer par la première catégorie. Les composants d'entrée de données sont des séries. Bon, j'ai dit séries d'éléments, mais c'est des séries qui permettent aux utilisateurs de saisir des informations afin que votre site ou web ou application puisse réagir correctement et rapidement pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, le rôle des composants d'entrée de données, c'est recueillir l'information auprès des utilisateurs. Vous avez les boutons. Je peux cliquer sur les boutons. Je peux voir, je ferme. J'espère que la connexion sera. Vous avez des groupes de boutons, vous avez des champs de saisie de texte, des champs de saisie de nombres. Je peux cliquer là-dessus. Les zones de texte, je peux cliquer là-dessus. Checkbox, ça veut dire les cases à cocher. Vous pouvez retrouver des cases à cocher. Bouton radio, sélectionner de couleur. On va cliquer aussi sur sélectionner de couleur. Je vais faire une petite sélection pour les composants qui sont difficilement repérables ou identifiables par le commun des mortels. Combo box, calendrier, je vais cliquer là-dessus pour que vous ayez vu. Sélecteur de date, fichier, chargement de fichier, notation, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Éditeur du texte, je vais cliquer. Champ de recherche, vous connaissez le champ de recherche lorsque vous êtes par exemple sur un site de e-commerce.
le sélecteur. Voilà, je vais cliquer sur des composants qui sont non communs, ce qu'on n'a pas l'habitude je vais commencer par ce composant. Bien évidemment, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien vers la présentation actuelle pour que vous puissiez aussi cliquer et voir. Bon, le composant bouton, voilà, bon, c'est assez classique. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ici, l'avantage de ce site internet, c'est qu'il présente de façon réelle. Par exemple, ici, GetSat, c'est un bouton. Si vous allez ici, vous allez ici voir le bouton. On va cliquer la notion. Bon, quand ça date, moi je ferme. Le composant qu'on appelle number input, vous avez déjà l'habitude. On l'a vu dans le site bookie.com. Lorsqu'il fallait, par exemple, paramétrer le nombre de personnes qui, je vais vous montrer de façon réelle ce que on appelle le number input ici. Si vous vous rappelez bien. J'espère que ça va s'ouvrir. Bon, pendant que ça charge. La zone de texte, c'est un composant que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous voyez bien la zone de texte ici. Vous avez là le checkbox. Vous avez une image de ce qu'on entend par checkbox ici. Vous avez bon, ça tarde pour ouvrir. Moi, je vais fermer par rapport au temps. Vous avez le sélecteur de couleurs. Voici un exemple bien patent que vous pouvez voir. Vous avez ici le combo box. Vous avez là. Vous voyez bien. C'est ainsi qu'il l'utilise lorsqu'il faut choisir le pays ou l'école que vous avez fait. Vous voyez bien là. Vous avez ici le calendrier. Vous connaissez ce composant. Vous avez ici le sélecteur de date. Vous pouvez sélectionner une date. Vous avez ici, vous connaissez bien l'éditeur de texte. Lorsque vous êtes par exemple à WordPress, vous voulez rédiger à un éditeur de texte. Vous avez ici la barre de recherche. On le retrouve dans presque tous les sites. Vous avez un sélecteur comme ici qui vous permet de sélectionner une donnée. Vous avez ici le slide qui vous permet de définir. Voilà, par exemple, vous pouvez définir un montant en faisant glisser latéralement le slider. Vous avez ici le stepper qui permet de définir à chaque, vous voyez bien ici, à chaque étape d'un processus à quel niveau vous vous trouvez ou le niveau que vous avez accompli. Donc vous avez l'habitude de trouver le stepper par exemple lorsque vous voulez faire le paiement. Ici pour le switch, tout le monde connaît le switch. Le switch vous permet voilà, de mettre en off ou en on quelque chose. Donc le switch, pour ceux qui connaissent bien, vous voyez bien en on ou en off. C'est ça le switch. Donc voilà donc pour la première étape. Je suis déjà à 18 minutes. Ça sera très compliqué pour cette vidéo. J'espère que je ne vais pas passer à 30 minutes. Alors les composants de navigation sont bien évidemment des composants qui facilitent la navigation sur un site, parce que lorsque vous êtes sur un site, il faut aller d'une page à l'autre, d'une zone de la page à une autre, et il y a des éléments qui sont là pour vous accompagner dans votre navigation. Comme élément, nous avons l'en-tête, nous avons la barre de navigation, nous avons le menu déroulant, nous avons la barre latérale, nous avons les onglets. Nous avons ce qu'on appelle les breadcrumbs, les carousels, les tags, les drawers, pieds de page, les liens. Comme je l'ai dit, on va juste survoler ça. Mais lorsque nous allons aborder le développement, nous allons aller en détail. Dans les headers, tout le monde connaît les headers, c'est l'en-tête, comme ce que nous avons vu pour le site Booking.com. Comme vous voyez bien une image, c'est juste l'en-tête. C'est un composant qui permet qui se retrouve au-dessus de toutes les pages d'un site ou d'une application et qui facilite la navigation. Voilà, nous avons vu ça. Nous avons le composant navigation, voilà, qui est un composant qui contient tous les liens de navigation. C'est comme
une table des matières. Nous avons ce qu'on appelle une liste déroulante, comme ce que vous voyez ici. Vous avez l'habitude de voir cela dans vos applications. Lorsque vous cliquez sur votre avatar, vous avez la barre latérale, le sidebar, comme ici. Voici le sidebar qu'on retrouve dans beaucoup d'applications. Vous avez les onglets qu'on appelle tabs en anglais. Bon, ici là, je n'ai pas une présentation réelle de cela, mais les onglets vous connaissez. Les breadcrumbs permet de naviguer dans plusieurs pages. Je vais revenir là-dessus. Vous avez le carrousel lorsque vous faites défiler les images. Par exemple, dans les sites e-commerce pour voir plusieurs images de produits. Vous avez les tags qui vous permettent de sélectionner une ou plusieurs catégories, comme vous pouvez le voir ici. Ou le voir où est-ce que je peux illustrer cela. Non, c'est pas ici est mieux. Vous avez ce qu'on appelle le drawer, qui est une navigation secondaire qu'on retrouve beaucoup plus dans les plus petits écrans. Vous avez le pied des pages ici. Vous avez les liens, les différents liens qu'il y a, par exemple ici, qui animent les pages. Vous avez en fin de compte la pagination qui permet de séparer le contenu. Voilà, en page 1, page 2, page 3. Donc, comme je dis, ces différents éléments facilitent la navigation dans le site. Donc, nous allons parler dans les détails, mais nous sommes là pour éveiller votre esprit. Les composants d'information, je veux plutôt dire les composants de présentation d'information, vous aident à partager les informations avec vos utilisateurs. Donc, vous avez les barres de progression. Nous allons cliquer sur chacun de ces éléments et nous allons voir ce que le site nous propose. Les alertes, les badges, ce qu'on appelle l'état vide. Je vais cliquer sur tout cela et puis je vais balayer rapidement ces différents points. Tout simplement. J'espère que la vidéo ne sera pas beaucoup longue. Mais voilà, je suis quelqu'un d'attaché aux détails et par moment, lorsque je vais atteindre mon objectif, je suis prêt à tout. Ok, je suis à 22 minutes, donc je pourrais faire dans les 30 minutes. Ok. Alors, pour ce qui concerne ce qu'on appelle le tooltip, c'est cette petite zone d'information que vous voyez souvent qui apparaît et qui permet de labelliser un contenu. Voilà. Donc, cette petite zone d'information qu'on voit ici qui apparaît, c'est ça qu'on appelle le tooltip. Après, vous avez la barre de progression. Tout le monde connaît cela. Vous avez une autre forme de progression qu'on appelle l'indicateur de progression. C'est ça. Vous voyez bien ici. Lorsqu'il y a chargement, m'excusez, j'ai dit je suis grippé depuis le début de la semaine. Vous avez la notification, ce qu'on appelle le pop-over ici, des éléments de notification. Lorsqu'une nouvelle fonctionnalité apparaît ou un nouveau produit, vous avez le pop-over qu'on appelle notification. Vous avez le titre que l'on connaît. Vous avez ce qu'on appelle l'héros, qui est une large bannière qui apparaît le plus souvent en premier dans une page et qui l'image recouvre toute la surface horizontale de la page. Vous avez les alertes, tout le monde connaît les alertes. Je n'ai pas d'exemple ici. Vous avez, je vais essayer de mettre à jour le badge pour que vous voyez. Le badge est souvent utilisé dans les sites de e-commerce lorsqu'on veut présenter, par exemple, si le produit est en stock ou si le produit n'est pas en stock. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle empty state. Bon, je suis surpris qu'il n'y a pas. Je vais essayer avec Dropbox. C'est terrible, je n'arrive pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être des problèmes de connexion. Vous avez le diviseur qui est en règle générale la barre horizontale. Voilà, ça apparaît maintenant. Vous avez là un diviseur. Vous avez bon, l'image. C'est assez classique, l'icône, tout le monde le connaît, la liste, tout le monde le connaît. Ce qu'on appelle le modèle, c'est quelque chose, une fenêtre qui apparaît pour attirer l'attention
d'utilisateur sur un élément bien précis, comme vous le voyez ici pour le cas du site internet de Stripe. Et vous pouvez voir un autre exemple si ça va s'afficher avec un splash. Mais nous n'avons pas de temps. Ici, vous avez les citations qui sont des composants. Vous avez ce qu'on appelle les spinners qui apparaissent souvent lors du chargement d'une page. Vous avez l'avatar que vous connaissez simplement. Et puis, vous avez les tables, les différentes tables. Je vais faire une actualisation. Vous avez les tables ici. Et puis, vous avez, excusez, ce qu'on appelle le toast, qui est tout simplement quelque chose qui est flottant, un box flottant, qui apparaît souvent dans un emplacement bien précis de la page, comme ici, vous avez ce box flottant. Donc, voilà ce qui est, voilà, les différents. Là, c'était la table. Donc, voilà ce qui est des composants de présentation d'information. Nous avons fini avec ces composants. Nous passons à la... Je pense que c'est la dernière catégorie. Les conteneurs. Les conteneurs sont des composants qui peuvent contenir un ensemble complet d'autres composants ou de contenus liés les uns aux autres afin que vous puissiez les utiliser ensemble. Vous avez parmi ces composants, on a les cartes, les formes, les ensembles de champs, les accordéons, les dérouleurs, ce qu'on appelle squeletton, ce qu'on appelle stack. Donc, dans ma page, dans mon site web, vous aurez bien évidemment les publications, les détails de tout ce que je suis en train d'aborder. Ici, vous avez ce qu'on appelle le champ, l'ensemble de champs ici. Cet ensemble-là, nous allons voir cela. Vous avez les formes, tout le monde connaît les formes lorsque vous avez déjà rempli un élément de paiement en ligne. L'accordéon, c'est quelque chose que vous connaissiez. Lorsque vous ouvrez un site, la foire aux questions, vous avez en règle générale la présentation de l'accordéon. Les collapses, vous avez un dérouleur. Et pour le concept de dérouleur, j'espère que la connexion ne va pas me faire défaut. Le stack, c'est juste un composant qui permet de créer une distance, une marge entre plusieurs composants. C'est ça qu'on appelle le stack. Le squeletton, c'est la forme générale. Lorsque vous ouvrez Facebook, il y a une forme générale. Vous voyez bien, il y a une barre latérale. Ici, il y a un autre espace que vous voyez avec plusieurs rectangles où on vous présente des recommandations d'amis. Et puis, vous avez maintenant dans le fil des petits rectangles où vous avez les informations des autres utilisateurs que vous suivez. Donc, c'est ces structures-là qu'on appelle squeletton. Et tous les sites internet ont une structure que vous prenez, Pinterest que j'ai cliqué ou YouTube que j'ai cliqué. Vous voyez bien, YouTube, il y a une structure bien définie. Il y a une barre latérale et puis il y a un carré avec, pour chaque carré correspond une vidéo. Donc c'est ce squeletton, ces structures qu'on appelle squeletton. Ça existe dans la notion d'interface, dans les composants. Bon, composants, on a par exemple, vous voyez si bien ce qu'on appelle un dérouleur. Lorsque vous voulez afficher plusieurs éléments, vous pouvez cliquer et le truc est déroulé. Vous connaissez bien évidemment cela. Si vous cliquez, je clique sur le site, vous voyez bien show more, afficher plus. Tout le monde connaît ce composant. L'accordéon, j'ai bien dit une fois aux questions, vous avez un texte, une question, et lorsque vous cliquez, la réponse se déroule. C'est ça qu'on appelle le dérouleur. Vous avez des cartes. Tout le monde connaît les cartes. Lorsque vous consultez les sites de réservation d'hôtel, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle les cartes qui sont comme présentées bien évidemment ici. Là. Donc ce sont des éléments que vous allez rencontrer lorsque vous allez développer votre site web. Des composants. Et ces différents composants, voilà une autre carte. Vous voyez bien ces trois cartes avec une image et un titre. C'est ça qu'on appelle canon. Lorsque vous allez développer c'est votre site internet, ces différents éléments vont être présents et vous devez être capable de les identifier. Ce que moi j'ai fait dans cette présentation, c'était juste éveiller votre esprit
sur l'existence de pareils éléments. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finalité au-delà de tout ce que nous présentons comme composant, c'est que vous serviez du HTML même, des CSS, des JavaScript pour obtenir ces composants. Toute la formation qu'on l'on fera lors du développement web, c'est juste pour vous aider, pour vous accompagner afin que vous puissiez obtenir ces différents éléments, ces différents composants pour votre site web. Donc, il ne faut pas oublier ce volet. Donc, nous allons conclure cette partie en nous demandant qu'est-ce qu'il faut retenir. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que, voilà, je reviens encore à la citation de Bradford qui disait que la page web a été utilisée uniquement pour permettre aux utilisateurs de l'ancien système qui était le livre de se retrouver facilement devant le nouveau système qui était le web. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme page web. Mais cela va bien au-delà. Le livre, bien évidemment, ces paragraphes, ces textes, ces mots. Mais sur le web, il y a d'autres éléments qui rentrent. Ce sont ces éléments, ces composants que nous avons essayé de présenter tout au long de cette vidéo. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle de développement web, c'est juste servir des langages HTML, CSS et JavaScript pour obtenir ces composants. Vous ne devez jamais l'oublier. Dans la prochaine session, nous allons monter une abstraction beaucoup plus supérieure. Nous avons commencé par les éléments. Après, nous avons abordé les composants. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder ce qu'on appelle les sections de pages, qui sont des regroupements de composants. Nous avons commencé avec les éléments, l'unité la plus basique. Nous sommes montés à un regroupement plus supérieur qui sont les composants. Nous allons monter à un regroupement beaucoup plus supérieur qu'on appelle les sections de pages. Et on se voit dans la vidéo suivante pour aborder les sections de pages. N'oubliez pas qu'il y a la version écrite de cette vidéo qui donne tous les liens que vous pouvez consulter, prendre le temps de consulter pour essayer de préparer votre esprit, à savoir identifier de façon précise lorsque vous consultez un site web, quels sont les éléments constitutifs de ce site web. Donc on se retrouve en début de semaine pour aborder les sections de pages. Bon week-end à tous et à lundi.